Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des fonctions. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, les variables, les conditions, on a vu les listes également, et puis on a vu les boucles, eh bien, je vous invite à aller les voir parce qu'aujourd'hui, on va s'appuyer sur toutes ces connaissances et on va rajouter la connaissance sur les fonctions. Voilà, pensez également à liker, pensez à mettre un petit pouce bleu si possible, et puis bien sûr à poser vos commentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'essayer de vous aider. Et puis n'oubliez pas non plus qu'à la fin de ce cours, vous aurez un exercice à nouveau et la correction dans une prochaine vidéo. On commence avec les fonctions. Donc, qu'est-ce que c'est que cette bébête? Eh bien, comme dans tous les outils informatiques, on utilise des fonctions. Une fonction, c'est un bout de code qui nous évite de nous répéter quand on est développeur, d'accord? Ce qui veut dire qu'effectivement, eh bien, on va utiliser quelque chose, un bout de code qui va proposer des instructions, par exemple afficher quelque chose, donner l'action d'un bouton ou autre chose, etc., etc. Et après, eh bien, on va l'appeler quand on veut dans notre code, d'accord? Donc, le principe de la fonction, c'est que ici, on va avoir une fonction et que dans cette fonction, effectivement, on va pouvoir l'avoir à part dans le code. Et dans le code, il suffira d'appeler notre fonction. D'accord? Donc, comme ça, on l'appelle une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 20 fois, et ça évite de répéter le code puisqu'on fera toujours appel à ce qu'il y a dans cette fonction. D'accord? Donc ça, c'est très simple et c'est surtout très important car en informatique, je vous l'ai déjà dit, on n'aime pas se répéter. Et s'il est possible de ne pas réécrire une seconde, une troisième, une quatrième fois, eh bien, c'est toujours ça. C'est un gain de temps pour le développeur, c'est un gain de performance car le code, s'il n'est pas surchargé, mais c'est également un gain de temps pour la personne qui va lire votre code, car elle va tout de suite comprendre à quoi vous faites allusion. D'accord? Il faut savoir que c'est une fonction avec un petit bout de code. Elle est placée, donc, comme je le disais, tout en haut d'un programme. Alors, je connais pas mal de langages de programmation, peut-être pas à fond, mais suffisamment en tout cas pour vous dire que la majorité des fonctions se retrouvent toujours en haut donc des codes avant même le code principal. Il faut savoir que quand vous avez une fonction qui est donc en haut au-dessus et que vous avez après le code principal, eh bien dans ce cas-là, pas de souci. Votre code va s'exécuter toujours de la même manière, c'est-à-dire le code principal va faire de haut en bas, mais ne va pas lire les fonctions. Par contre, au moment où vous allez appeler votre fonction, dans ce cas-là, eh bien, il va intégrer directement ce que vous avez dans la fonction. D'accord? Donc, c'est-à-dire que là, il va sauter tout ça tant qu'il ne tombe pas sur cet appel de fonction. Ok, donc ça permet effectivement à la limite de créer des fonctions et de ne jamais les appeler, ça ne générera pas d'erreur, il n'y a pas de souci. Bon, dans ce cas-là, ça ne sert à rien de créer des fonctions et de se fatiguer à le faire, on est bien d'accord. Mais dans le principe, vous avez compris que ce n'était pas une obligation non plus. On a déjà vu quelques fonctions dans ces différents cours que j'essaye de proposer. On a vu la fonction print pour afficher quelque chose, input pour interagir avec l'utilisateur. On a vu la fonction range notamment dans la dernière vidéo. On a vu la fonction len, alors celle-là, on l'a vu dans plusieurs vidéos déjà. Et puis dans la dernière vidéo, je vous ai également montré la fonction lower qui permet notamment de transformer les majuscules en minuscules. D'accord? Donc ça nous permet vraiment d'avoir un gain de temps et d'un gain d'efficacité et notamment un gain de contrôle utilisateur. Donc voilà, ça ce sont des fonctions qui sont incluses quelque part dans Python, mais également dans quasiment tous les langages de programmation. D'accord? Donc c'est pour ça qu'en fait, je vous les ai présentées. D'autres fonctions existent, elles sont en général incluses du coup avec, comment on appelle ça, des librairies, des bibliothèques, c'est-à-dire que grâce à tout ça, eh bien, vous allez pouvoir agrémenter les fonctions de Python avec de nouvelles fonctions. Par exemple, pour créer des boutons, créer des fenêtres, créer des programmes visuels, etc., faire un lecteur vidéo, etc., etc. Voilà, il y a des choses déjà faites et il suffira d'appeler les bibliothèques ou les librairies, tout dépend le terme que vous souhaitez utiliser. Et puis après, effectivement, eh bien, vous n'aurez plus qu'à intégrer les fonctions liées à la bibliothèque ou à la librairie que vous utilisez et ça va vous faire gagner un sacré bout de temps. Donc les fonctions, c'est très important. Aujourd'hui, nous, on va essentiellement créer nos propres fonctions, comme on le fait d'ailleurs dans la majorité des programmes. On s'appuie sur d'autres choses qu'il y a dans les bibliothèques, mais on crée aussi nos propres fonctions. Alors très rapidement, la syntaxe d'une fonction, qu'est-ce que c'est? Alors, quelle est la syntaxe de cette fonction? Eh bien, c'est très simple. Ici, en haut du programme, parce qu'en général, on les met en haut du programme, on appelle define, D-E-F, d'accord, pour définir notre fonction. Ensuite, on choisit un nom de fonction. D'accord? Et ce nom de fonction, quand on l'a choisi, eh bien, on le met entre parenthèses ici,
Alors ici, on pourra y passer des arguments, des valeurs, des choses comme ça, on va voir ça tout à l'heure, ou rien du tout, d'accord? C'est un choix. Et puis ici, on met 2 points. Voilà. Et après, effectivement, on appuie sur Entrée, on indente pour dire qu'effectivement, toutes les instructions qu'on va mettre, elles seront bien alignées les unes derrière les autres, et ça veut dire qu'elles seront dans la fonction, et si jamais elles ne sont pas alignées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans la fonction. C'est exactement la même chose qu'avec les structures conditionnelles ou les boucles qu'on a pu voir il y a quelques temps. D'accord? Donc voilà. En général, quand vous avez deux fonctions l'une derrière l'autre, ou plusieurs fonctions, parce que des fois on peut en avoir 20, 30, 50, 60, ça dépend de votre programme, etc. En général, on laisse 2 lignes de code. Alors là, c'est un usage évidemment, parce que même si vous faites ça, Python ne vous comptera pas d'erreur, mais c'est vrai que pour la lisibilité et parce que Python aime bien avoir quelques us et coutumes voilà, de développeurs, eh bien, ils vous diront en général ces fameux IDE, ces interpréteurs de Python qu'on utilise pour coder le logiciel, eh bien, ils vous diront que effectivement là, vous pouvez améliorer votre script en faisant ça. D'accord? À noter également que ici, c'est toujours en minuscule, quoi qu'il arrive, le nom. Alors, si évidemment vous mettez des majuscules, ça fonctionnera également, mais c'est important de le dire, il y a des usages que l'on fait quand on est codeur sous Python, quand on est développeur, et qui vont permettre effectivement de partager son code plus facilement et de le faire comprendre. Si vous commencez à mettre des majuscules dans quelque chose, on va se dire, tiens, c'est une classe, parce que les majuscules sont utilisées plutôt dans les classes, etc. etc. D'accord? Donc, pensez à ça, mais ce n'est pas une obligation non plus. D'accord? Une fois que c'est fait, eh bien, vous avez défini vos fonctions, eh bien, un petit peu plus bas dans le programme, vous appelez tout simplement votre fonction à un moment, d'accord, et vous lui rajoutez les parenthèses pour inclure toutes les instructions de la fonction directement à cet endroit du code, là ou plus bas ou encore plus bas si vous appelez la fonction plusieurs fois. C'est vrai que l'avantage d'une fonction, c'est qu'effectivement, si vous faites un moment print, la réponse est 2 points, d'accord, eh bien vous allez passer un argument pour donner votre réponse et vous n'aurez pas à écrire print, la réponse est 2 points à chaque fois puisque ce sera dans votre fonction par exemple, d'accord. Vous allez voir tout ça, on va faire ça simplement tout au long de cette fameuse vidéo et vous allez découvrir plein de choses sur l'univers des fonctions et puis après comme d'habitude à la fin à vous de faire le petit exercice. Alors on va faire un tout premier programme simple et efficace, on va dire bonjour en breton. Bon, jusque-là, pas de souci. Voilà. Alors, on va l'appeler bonjour en breton. D'accord? Et donc là, j'appelle ma fonction. Alors normalement, je vais avoir un message d'erreur puisqu'effectivement, je n'ai pas dit bonjour en breton. Surtout, je n'ai pas de, comment on appelle ça? Je n'ai pas de fonction liée à tout cela. Donc on va créer notre fonction bonjour en breton. D'accord? Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, def. Ensuite, on fait bonjour en breton, on lui met vraiment le nom qu'on veut, on essaye d'être assez explicite parce que ça permet de retrouver facilement ces petits, après quand on lit son code ou quand on lit le code d'un autre. 2 points, et là il n'y a plus qu'à indenter et mettre des informations, d'accord? Ça veut dire que là, techniquement, dans mon programme, je peux avoir tout un tas de choses avant, hein, et puis à un moment, je vais appeler ma fonction parce que je vais avoir besoin de cette fonction, d'accord? Donc par exemple, ici pour bonjour en breton, on va simplement imprimer la réponse. Donc la réponse, ça se dit des maths d'or. Je ne sais pas pourquoi je vais mettre toujours un A. Voilà. Donc techniquement, là, ça marche. On y va. Des maths d'or. Très bien. Donc maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Par exemple, on continue notre code et j'aurai besoin, je ne sais pas, de rappeler la fonction. D'accord? Donc des maths d'or. Des maths d'or. Voilà. Et on peut faire ça aussi longtemps qu'on le souhaite. Ça pose aucun problème. D'accord? Ça marche parfaitement, sans problème. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Vous savez que les fonctions, ça permet d'appeler une autre partie du programme. D'accord? Par exemple, on pourrait très bien faire une fonction ici qui s'appellerait def double, par exemple. D'accord? Donc là aussi, je mets les parenthèses, je mets 2 points. Et je choisis quelque chose. Eh bien, par exemple, on va tout simplement indenter ça. Donc, ça veut dire qu'on va le faire rentrer, puisqu'il est indenté, dans ma fonction. Ça veut dire que ici, j'ai bonjour en breton, mais ça n'appartient pas à ma fonction. Bonjour en breton, mais ça n'appartient pas à ma fonction. Par contre, les 2 bonjours en breton, là, appartiennent bien à la fonction double. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, moi, je vais changer cette instruction tout simplement, et je vais faire double. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici? Eh bien, en fait, je vais appeler la fonction double qui elle-même va appeler la fonction bonjour en breton. On va tester si ça marche. Je l'ai 2 fois. Pourquoi? Parce que j'appelle 2 fois bonjour en breton.
D'accord? Donc comme ça marche de manière simple, efficace et sans aucun souci. On peut également, et ça c'est plutôt intéressant, copier ça, couper ça même, aller ici et récupérer notre fonction. D'accord? Donc si je continue d'appeler double ici, je vais bien appeler double, qui va donc appeler bonjour en breton, et à chaque fois ça a fait référence à la fonction qui est à l'intérieur. Regardez ce que ça fait, la même chose. Très bien. Alors la différence, si je reviens un petit peu en arrière, voilà, c'est que ici je peux toujours appeler, par exemple, alors je vais le mettre en commentaire, et si ici je fais bonjour en breton, voilà. Donc ici, c'est ce qu'on avait au début, j'appelle directement bonjour en breton. Du coup, comme je ne l'appelle qu'une fois, il fait des maths d'or, tout simplement. D'accord? Maintenant, je peux appeler, très bien, double aussi, puisque double est au-dessus. On va le faire comme ça. Très bien. Ce qui veut dire que ce code-là appelle uniquement ceci, et ce code-là appelle celui-ci. Il n'y a pas de souci, puisque ce code-là appelle celui-ci, qui lui-même appelle celui-ci une fois, puis deux fois, etc. etc. Okay? Par contre, si jamais j'utilise ça, d'accord, et que je le mets à l'intérieur de la fonction, donc on a une fonction imbriquée dans une fonction, eh bien vous remarquerez qu'ici il me met un message d'erreur. Pourquoi? Parce qu'il ne trouve plus la fonction ici. Elle n'existe plus pour lui nulle part dans le programme, puisque cette fonction, elle est encapsulée, c'est comme ça qu'on appelle ça, encapsulée dans double. Donc si je veux joindre bonjour, eh bien je suis obligé de passer par double. D'accord? Et là, ça va fonctionner comme on l'a vu tout à l'heure, sans problème. D'accord? Donc ça fait partie des choses qui sont importantes. Vous voyez que ici aussi, on peut utiliser tout plein de choses. On peut utiliser du if, du try, on peut utiliser bien sûr des boucles, on peut utiliser des dictionnaires, des listes, tout ce qu'on veut dans notre programme. Ici, c'est un bout de programme un peu indépendant en quelque sorte. Ça sert à ça, une fonction. Ok, on va aller un petit peu plus loin maintenant. Par exemple, on va se dire, bah tiens, ça pourrait être intéressant de se poser la question, comment est-ce qu'on ferait par exemple pour dire si on a, je ne sais pas, une personne ou plusieurs personnes. D'accord? C'est-à-dire que là, on va se dire, bah tiens, une personne, on lui dit des maths d'or. Mais quand on dit bonjour à une personne, on dit bonjour à toi. Mais par contre, quand on dit bonjour à plusieurs personnes, on dit bonjour tout le monde, bonjour, salut à tous, etc. etc. D'accord? Donc on va simplement essayer d'organiser un petit peu la chose en utilisant une boucle, tout simplement. D'accord? Donc on va conserver notre bonjour en breton ici. D'accord? Bonjour en breton. D'accord? Donc effectivement, il ne me trouve pas ma fonction parce qu'elle n'existe pas. Donc on va la définir ensemble comme on a fait tout à l'heure. Hop, là, et il me manque les deux petits points. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Eh bien exactement la même chose que tout à l'heure. On va même prendre un print des maths d'or. D'accord? Alors comment on va faire? Eh bien on va par exemple faire un while. While. Donc, tant que, je vous renvoie donc à la vidéo précédente. Alors, nous, ce qui va se passer, c'est qu'on ne peut pas faire un while true ici, parce que ça risque d'être un peu compliqué, d'accord? Donc, il va falloir mettre quelque chose dans notre while. Et on peut se poser la question, en fait, tant que quoi? Tant que quoi on va utiliser des maths d'or, hein? Bah, tant qu'il n'y a pas plus d'une personne, d'accord? Donc, on peut mettre tant que personne inférieure à 2, par exemple. D'accord? Donc c'est vrai que tant qu'il n'y a pas plus d'une personne, en réalité, eh bien, on va utiliser des maths d'or. Donc là, la boucle va se faire, hein, tout simplement. Donc évidemment, pour pouvoir comparer, il va bien falloir à un moment ou à un autre dire combien il y a de personnes. Donc on va commencer forcément par une personne, parce qu'on ne dit pas bonjour quand il y a 0 personne, mais on commence à dire bonjour à quelqu'un quand il y a au moins une personne. Donc on part du principe que ici, personne, ça vaut 1. C'est effectivement inférieur à 2, donc on peut dire des maths d'or. Ensuite, eh bien, il va falloir augmenter, d'accord, ce nombre de personnes, parce que il faut que notre code soit évolutif. Donc on va faire personne, d'accord, plus égal 1. Là aussi, je vous renvoie à nos cours sur les variables si vous voulez comprendre ce que je suis en train de raconter. D'accord? Donc ici, on va tout simplement reprendre le code depuis le début. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, notre condition, c'est que personne doit être inférieur à 2. D'accord? Pour commencer notre code, quand on arrive ici,
D'accord? Ça renvoie ici et ça nous dit personne égale 1, d'accord? Mais inférieur à 2. Donc, pas de problème, on peut bien dire des maths d'or puisqu'on rentre dans la condition de la boucle. Très bien. Après, on donne un de plus, une valeur de plus à personne. Donc, comme s'il y avait deux personnes. Donc ici, personne égale 2 et 2 n'est pas inférieur à 2. Donc, ma boucle est terminée. D'accord? Donc, on va faire une deuxième boucle maintenant. Très bien. Et on va faire while personne. Je ne sais pas moi, supérieur ou égal à 2. Alors, on va faire, là, il va falloir mettre une limite, parce que sinon, on va arriver à 1 million, 2 millions, 3 millions, on va finir par faire planter la machine, d'accord? Donc, nous, on va s'arrêter à 10 personnes, par exemple. And personne, je ne sais pas moi, inférieur ou égal à 10, d'accord? Hop, inférieur ou égal à 10 personnes, d'accord? Donc là, bah, c'est pareil, on va reprendre ce qu'on a comme contenu. Alors évidemment, c'est un exemple hein, que je vous donne, ça ne sert pas du tout à ça, mais dans le principe comme ça, vous voyez qu'on peut vraiment l'utiliser. D'accord? Des maths d'un hall. Pas de souci, très bien. Et bien là, normalement, on a tout ce qu'il faut. Alors, il y a juste une chose qu'on devrait faire maintenant, eh bien, c'est tout simplement imprimer. D'accord? Imprimer pour avoir la réponse à la question. Et donc, maintenant, il va falloir qu'on sache un petit peu ce qui se passe. Donc, l'impression, on le fait ici et on le fait là. Et on va faire tourner notre programme. On va bien voir. Allons-y. Donc, on voit bien ici des maths d'or, des maths d'un hall, des maths d'un hall, des maths d'un hall, etc., etc. Tout simplement parce que ici, on est tout seul face à une personne, donc on dit salut toi, et ici on va faire salut tout le monde, d'accord? Donc vous voyez, ça marche très bien, ça veut dire que à l'intérieur de notre programme, on peut vraiment faire ça, ça marche de manière très simple et très efficace, ok? On va aller encore un petit peu plus loin maintenant parce que nos variables ici, en fait, elles sont à l'intérieur, c'est-à-dire que si ici, je veux faire un simple print personne, d'accord? Eh bien, lui, il voit bien, il ne connaît pas personne. Parce que personne, en fait, c'est une variable qui est ici et qui appartient à la fonction. D'accord? Cette variable, en fait, elle n'existe pas dans le programme. Elle n'existe que dans la fonction. Ça veut dire qu'en dehors de la fonction, bah, la variable personne, vous voyez, il me marque une erreur. Elle n'existe pas. Alors, ce qu'il faut savoir, effectivement, hein, on l'a déjà vu ça, et je vais faire un petit rappel rapidement. Voilà. Eh bien, on avait vu, par exemple, sur x égale 2. D'accord, on se souvient tous de ça. Et si je faisais x plus égale 1, d'accord, donc j'ajoute 1 à x, si je fais print x, on se retrouve normalement avec x égale 3. Alors on va faire un peu de ménage et on va lancer. Et normalement, ici, x égale 3. Donc aucun souci jusqu'à présent. D'accord, ça c'est ce qu'on a vu depuis le départ. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais je fais ça? Je fais par exemple x égale 2, d'accord? Et ensuite, je vais appeler fonction de x. Fonction x, d'accord? J'essaye de mettre des mots très explicites pour que vous les compreniez bien, d'accord? Ici, forcément, je vais créer une fonction de x. Et ici, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Hop, simple erreur. Voilà. Et donc ici, on va indenter et on va faire tout simplement x plus égale 1. Et là, eh ben, on s'aperçoit qu'il y a une erreur. Et d'ailleurs, on va faire tourner le programme pour voir effectivement quelle erreur il y a. Allez, c'est parti. Alors, il nous dit clairement que la locale variable x référence doit être d'abord assignée, d'accord? Et elle n'est pas assignée. Pourquoi? Alors que j'ai bien x ici, que je ne suis pas dans ma fonction, donc il devrait prendre x. Eh bien non, parce que ce qui marche pour un marche pour l'autre également. Donc ici, par exemple, on se retrouve avec une valeur de x, mais il n'y en a pas, d'accord, en local, et ici on a une valeur de x en local. Alors pour ça, évidemment, il y a quelques solutions qui existent, et notamment une fameuse solution qui permettrait tout simplement de corriger ça. D'accord? Par exemple, si je mets une nouvelle valeur de x, du coup, hein, x égale 8, par exemple, et que je fais ici x plus 1, ça doit nous donner 9, donc on va faire un print pour vérifier l'information. Alors ici, on va faire x de fonction, d'accord, pour savoir à quel x on a affaire, d'accord?
Et donc ici, on va mettre X tout simplement. D'accord? Et ici, on va faire aussi un print dans le programme. Alors, ce sera X de programme. PGM. Et on va tester donc notre programme, tout simplement. Donc, qu'y a-t-il? Eh bien, on a bien X de fonction égale 9. Logique, 8 plus 1 égale 9. D'accord? Et X de programme égale 2, puisqu'on a défini X ici. D'accord? Alors, comment faire maintenant si je veux récupérer ma valeur de X2 ici? Alors, j'ai plusieurs options, et notamment l'option qui existe et qui est la plus simple, c'est faire tout simplement ce qu'on appelle un global. Et là, on choisit la variable que l'on veut intégrer dans notre fonction. Nous, par exemple, ici, c'est X. Donc, on va faire un global X. Et là, maintenant, sans rien toucher d'autre, on va vérifier. On a effectivement X de fonction égale 3. C'est logique puisque X égale 2 plus 1 égale 3. D'accord? Et X égale 2 parce qu'en fait, il me prend le X égale 2 ici. Mais comme ici, ma fonction de X me retourne 3, eh bien, je peux bien augmenter de 1 et donc j'arrive sur 3. D'accord? Donc, ça veut dire que ma fonction ici, elle a eu un effet sur mon X qui a donc changé de valeur. D'accord? Tout simplement parce que je réutilise la même valeur. C'est-à-dire que quand je fais ça, par exemple, global X, d'accord, je viens chercher la valeur de X quelque part dans mon programme. Très bien, la dernière valeur connue. OK? Donc, il prend bien X égale 2 ici. 2 plus 1, ça fait 3. Mais ici, il réinjecte la valeur de X, puisque je vous rappelle que X plus égale 1, ça donne donc X égale X plus 1. D'accord? Vous vous souvenez de ça. Donc forcément, ici, je reprends ma valeur de 2 et je rajoute 1. Donc forcément, ici, je réaffecte le nouveau résultat à la valeur de X, qui donc prend la valeur de 2 plus 1, ça fait donc 3. Donc X égale 2 ici, en fait, en quelque sorte, c'est effacé du programme. Et la nouvelle valeur, ici, c'est 3. Donc c'est pour ça qu'il nous sort ici X égale 3. D'accord? Donc c'est ça la puissance des fonctions, c'est qu'on est vraiment capable de faire quelque chose et d'aller de l'avant et d'avancer et de faire des tas de choses très intéressantes. D'accord? Alors ça c'est bien, mais c'est pas si bien que ça. En fait, le global X, c'est bien sur les tout petits programmes. Par exemple, vous avez une fenêtre ou deux, vous avez une fonction ou deux, etc., etc. Ok, très bien, on va s'y retrouver. Maintenant, si vous commencez à avoir plein de variables, d'accord, X, je sais pas, variable tomate, d'accord, variable, je ne sais pas moi, phare breton, variable, je ne sais pas moi, 8 par exemple, etc., etc., etc. Eh bien en fait, si vous les avez pour cette fonction, vous les aurez peut-être pour d'autres fonctions, etc., etc., etc. Et si vous avez 50 fonctions, vous risquez d'en oublier une, vous risquez d'avoir un souci, etc., etc. D'accord? Et donc, en fait, c'est source d'erreur. En plus, du coup, c'est pas très clair. Dans ce cas-là, on verra ça plus tard, mais on utilisera ce qu'on appelle un constructeur en général. Ça vous permettra d'utiliser l'outil self, entre guillemets, et qui vous donnera effectivement de meilleurs résultats sans risquer d'avoir des oublis dans les globales, etc., ou des conflits. D'accord? Donc, c'est bien, mais c'est pas bien. Donc c'est bien parce que c'est bien sur les petits programmes, mais c'est plus compliqué sur les gros programmes. Alors maintenant, on va passer à un exemple un petit peu plus concret peut-être, qui va mieux vous parler. Et donc on va le faire tout simplement avec notre bonjour en breton. On va partir d'un principe tout simple, on va faire donc bonjour en breton. D'accord? On va donc appeler la fonction bonjour en breton. Très bien. Nous, on va créer une fonction qui correspond à cet appel de fonction. Donc def, bonjour en breton. Et alors, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Eh bien, par exemple, on pourrait dire que, sans utiliser de boucle cette fois-ci, on va faire la même chose. Si jamais on n'a pas plus d'une personne, eh bien, dans ce cas-là, si jamais on est plus d'une personne, si jamais on discute avec plus d'une personne, on dit Demat Dan Hall, donc bonjour à tous. Et si jamais on est tout seul avec une autre personne, donc en face à face, entre guillemets, on dira bonjour toi. D'accord? Ou bonjour vous. Ok? Ça marche comme ça? Bon, alors comment on va faire? On ne va pas utiliser les boucles, parce qu'effectivement, eh bien, dans l'exemple précédent, c'était pratique le coup de la boucle, puisque j'initialisais la chose ici, sur la valeur, et donc on pouvait travailler tranquillement sur des choses comme ça. Mais là, on va travailler sur la globale, d'accord? Pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va définir ici une variable qui va être donc en dehors de nos fonctions. D'accord? La variable, ça va être compteur, par exemple, égale 1. D'accord? Compteur de personnes égale 1.
Ok, très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va faire tout simplement if. Et là, on va lui dire tout simplement compteur inférieur à 2. Hein, on va reprendre vraiment les mêmes conditions que tout à l'heure. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est très simple. On va print demand whole. Donc, on va récupérer ça, en fait. Voilà. Très bien. Et si jamais il faudra l'actualiser quand même, compteur plus égale 1, d'accord? Donc c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, sauf que là on va utiliser un else. Else, du coup, eh bien, demand whole. Et ici, on va tout simplement aussi rajouter au compteur. D'accord? Alors, si je fais ça, ça ne va pas marcher. Alors, vous allez vous apercevoir qu'ici, j'ai bien une erreur. Ah, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je n'ai pas fait global. D'accord? Si on fait global ici, compteur, normalement, ici, j'ai plus d'erreur. D'ailleurs, on va tester le programme tout de suite. On va voir ce que ça donne. D'accord? Des maths d'or. D'accord? Parce que je l'ai qu'une fois. D'accord? Si maintenant, je fais 2 fois, ici, normalement, on devrait récupérer les 2 valeurs, des maths d'or, des maths whole. D'accord? Si je recommence, pareil. Alors maintenant, si j'en mets 4, d'accord, ça veut dire qu'en gros, je vais rentrer 4 fois dans ma fonction, et donc forcément, ma valeur augmente. Okay, ça veut dire qu'il prend bien en compte le changement. C'est-à-dire que ici, quand il arrive sur la première fois, le compteur est à 1, puisqu'on l'a initialisé à 1. Donc ici, compteur inférieur à 2, donc tout va bien, des maths d'or. Et sur compteur qui est en dehors de ma fonction, on lui rajoute 1. Très bien. Donc ma nouvelle variable, mon nouveau compteur ici est à 2. D'accord? Lors du deuxième appel, eh bien, je ne suis plus à 1, je suis à 2. Donc 2 inférieur à 2, eh ben non, ça ne marche pas. Donc forcément, je passe ici des maths whole. Et pareil pour 3, etc. etc., etc. D'accord? Que se passerait-il si eh bien, j'avais tout simplement initialisé, je ne sais pas moi, mon compteur juste ici, à la place? D'accord? Eh bien, on va voir. J'aurai 4 fois des maths d'or. Pourquoi? Parce qu'en réalité, là, quand j'arrive dans ce truc-là, j'arrive, mon compteur est égal à 1. D'accord? On va effacer ici. Mon compteur est égal à 1. Donc, comme mon compteur est égal à 1 lors du premier appel, pas de souci, je suis inférieur à 2, des maths d'or. Très bien, je sors de ma fonction. Je reviens dans mon programme, je détecte un nouvel appel de ma fonction. Je reviens ici. Ben, forcément, ici, puisque je n'ai pas gardé dans mon programme la valeur de la fonction, et bien du coup, je me retrouve encore une fois avec compteur, avec compteur 1. D'accord? Par contre, si ici, j'avais réappelé ma fonction, il est possible que ça ait fonctionné, d'accord? Parce que j'augmente d'un à chaque fois. Mais là, j'augmente en local, d'accord? Donc, tant que j'augmente en local, en fait, bah, ça ne change rien parce que le moment où je vais quitter la fonction, donc pour passer à la suite du programme et notamment rencontrer un deuxième appel, eh bien, en fait, du coup, ça réinitialise les valeurs à 0, enfin à 1 ici, d'accord? Donc, pour que ça marche bien, il faut bien évidemment ici faire global compteur, et que ici, on fasse compteur égale au moins 1, d'accord? Parce qu'on ne parle pas à personne, donc forcément, on s'intéresse à ça. Et là, ça remarche, du coup, parfaitement. OK? Donc maintenant, on va passer à une autre étape, c'est-à-dire qu'on va rentrer des informations et les faire passer pour qu'il y ait une meilleure cohésion dans le programme. Donc, on va descendre un petit peu, voilà, je pense que ça va faire du bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va partir tout simplement sur une fonction de x, d'accord? Tout basique, fonction x. Hop. Décidément, hop, fonction de x, d'accord? Donc ici, on va forcément définir une fonction de x. Et ici, on va faire, je ne sais pas, print x pour commencer. Très bien. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut tester. Il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que x est pas défini. D'accord? Donc on ne peut pas ici définir x puisqu'en fait, je n'ai pas lancé de x. Par contre, si je fais ça en mettant x ici,
Donc on va mettre une fonction, par exemple, on va mettre 2, d'accord? Il faut que je mette 2 ici, d'accord? Si ici, je mets un 2, d'accord, et que j'appelle ma fonction, du coup, ici, je peux récupérer ma fonction. Donc on peut faire par exemple, alors on peut mettre 2, mais ce ne sera pas toujours 2, donc on peut très bien mettre une valeur générique x par exemple. Alors on va mettre y pour que ce soit plus clair pour tout le monde. D'accord? Donc y c'est ici. Là, d'accord? Donc ici par exemple, je peux très bien faire ça. Et du coup, je vais imprimer y. D'accord? Parce que du coup, il récupère une valeur ici, cette valeur que je lui envoie ici avec ma fonction x. Vous allez voir, c'est beaucoup plus clair après. D'accord? Donc ici, je récupère bien ma valeur. OK? Pas de souci. Alors, on va plutôt faire l'inverse maintenant, c'est-à-dire qu'ici, je vais l'appeler valeur. Ce sera plus simple. Valeur 1. D'accord? Valeur 1 et j'imprime valeur 1. Valeur 1. D'accord? Donc, à partir de là, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est plus clair. Fonction x2, d'accord, pour valeur 1. Ici, hop, 4 par exemple, et puis ici, hop, on va mettre 6, voilà, on va pas être très original sur ce coup-là, et normalement on devrait avoir 2, 4, 6 qui apparaissent ici avec mon valeur 1, d'accord? Voilà, c'est normal. Valeur 1, c'est parce que je vais mettre tout à l'heure d'autres valeurs qui vont me permettre de faire d'autres choses, d'autres comparatifs, etc. Ce qui va donner à ma fonction quelque chose de beaucoup plus générique que de, ici, choisir des maths d'un rôle. D'accord? Par exemple, je pourrais très bien sélectionner la valeur, par exemple en mettant ici, eh bien, je ne sais pas, des maths d'or, par exemple. D'accord? Donc, ça du toit. Donc ici, on va plutôt le mettre en chaîne de caractères. OK. Ici, eh bien, on va mettre bonjour. Chaque vote. Allez, il y a un E. D'accord. Donc ça, il faut savoir que en Bretagne, il y a 2 langues. Donc, bah, c'est l'occasion ou jamais de mettre les 2 langues. OK. Donc, ça pose aucun problème. Et dans valeur 1, et ici, on pourrait mettre hello, par exemple. Par exemple, hello, tout simplement. OK, donc comme ça, notre valeur ici, des maths d'Anhall, des maths d'or, pardon, bonjour chaque vote, ou encore, eh bien, hello, tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'en fait, on peut glisser n'importe quoi. Comme je le disais, on a valeur 1 ici. Donc, si on reprend le x, par exemple, enfin le premier chiffre, on va utiliser donc des chiffres, je ne sais pas moi, par exemple, 1, ici. Donc, pour mettre un deuxième, on met une virgule, tout simplement. On peut mettre 2, ensuite, ici, virgule. Et en fait, on met 3, ici, avec une virgule. D'accord? On peut mettre vraiment ce qu'on veut. Hein. Ici, je vais changer parce que sinon, ça prête à confusion. On va mettre 27 et puis 13. D'accord? On va mettre vraiment les informations qu'on veut. Ce qu'il faut, c'est quand on appelle la fonction, on utilise toujours le même nombre de valeurs. C'est-à-dire que ici, par exemple, j'en ai 2, d'accord? Et donc, il risque de me rencontrer une erreur, puisqu'ici, moi, je n'attends qu'une seule valeur, la valeur 1. On va voir ce que ça donne. Et voilà, il me dit tout simplement que je donne 2 arguments, donc le premier et le deuxième, d'accord? Mais par contre, effectivement, je n'ai qu'une seule valeur de position. Alors, ce n'est pas un souci. On va faire donc valeur 2. Très bien. Et donc, dans ce cas-là, je rejoue. Et qu'est-ce qui se passe? Ça marche, d'accord? Alors pourquoi est-ce qu'on ne voit pas valeur 2? C'est parce que je ne l'imprime pas ici, donc on peut faire valeur 2. Très bien. Et donc là, ça marche. Parfait. D'accord? Alors, à quoi ça peut servir? Ben, je vous donne un exemple tout simple, mais imaginez-vous que vous vouliez lire plusieurs fichiers MP3. D'accord? Donc, vous créez un petit lecteur dans lequel il y aurait, je ne sais pas moi, par exemple, eh bien, un play, un stop, un pause et puis le temps qui défile, d'accord? Donc tout ça, ça fait partie d'un carré dans lequel effectivement il va y avoir le temps qui s'affiche et tout ça. Et qu'en fait, bah, ce soit toujours le même carré qui va être utilisé, mais vous voulez créer plein de lecteurs en même temps. Eh bien, vous pouvez tout simplement passer toutes vos valeurs ici, hein, par exemple le lecteur 1, ici le nom de la musique, etc., 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 etc. Et après, eh bien, en fait, ce sera la même fonction qui va tout faire d'un seul coup, et vous pouvez pourquoi pas même faire une boucle
pour bien boucler et faire en sorte que ça produise le truc à grande échelle, d'accord? Donc vous voyez, c'est très puissant une fonction et ça va servir à ça. Alors voilà ce qu'on peut faire. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? On a vu qu'on peut mettre des chiffres, on a vu qu'on peut mettre des chaînes de caractères, mais en fait on peut mettre exactement ce qu'on veut. Par exemple, si j'ai envie de mettre une liste, d'accord? Pour faire une liste, on l'a déjà vu, on met entre crochets et puis on met des informations dans les crochets. Par exemple, on va mettre, je ne sais pas moi, on va mettre chien, d'accord? On va mettre chat et on va mettre, je ne sais pas, vache par exemple, d'accord? Puisque les chats sont vaches en général. D'accord? Donc là, ça veut dire que j'ai bien 3 éléments, très bien. Si je le prends ici par exemple, donc virgule ici et virgule ici. Donc ici, eh bien, si ici c'est rase en breton. Alors rase, c'est case. Voilà, case comme ça, case à rase. Le chien, c'est qui? Par exemple, hein, on ne va pas traduire, et la vache, je ne sais plus, d'accord? Donc bon, voilà, on va laisser comme ça pour comprendre, et ici, on va le mettre en anglais pour avoir une différence, d'accord? La traduction ne sera pas exhaustive. Ici, c'est cat, et ici, c'est cow, je crois. Voilà, donc maintenant, on a 3 valeurs. Ici, donc, on va rajouter valeur 3. Mais on peut lui mettre évidemment le nom qu'on veut ici, hein, indépendamment du nom ici. Mais on va simplement voir à quoi ça correspond ici. Alors comme c'est une chaîne, on va le faire en bas, mais je pourrais l'imprimer avec le reste tout simplement. D'accord? Valeur 3 ici. Alors voyons à quoi ça ressemble maintenant. Et donc je me retrouve bien avec un des maths d'or, avec qui, rase et vache. Bonjour chaque vote, etc. etc., etc. D'accord? Donc vous voyez, on peut vraiment passer tout ça, on peut passer des dictionnaires, on peut passer des informations, etc., etc. Alors maintenant, il y a des choses que je voulais vous apprendre également. Donc ici, vous mettez le nom que vous voulez. Si par exemple, à un moment, vous n'avez pas envie de renseigner un argument, admettons qu'il ne soit pas obligatoire. Donc dans ce cas-là, bien sûr, vous supprimez la virgule et l'argument. Et ici, par exemple, pour l'argument 3, puisque c'est l'argument 3 que j'ai enlevé, je l'enlève et je mets none. D'accord? Là, à ce moment-là, ça veut dire que cet argument, s'il est là, c'est bien, il le prend en compte. Sinon, il ne le prend pas en compte. On va vérifier ça tout de suite. Vous voyez, là, ça marche sans aucun problème. C'est-à-dire que pour le 3, d'accord, pour le 2, par contre, eh bien ici, il a mis none, parce qu'en fait, la valeur envoyée est none. Et dans ce cas-là, pour éviter que ça n'affiche none, parce que si jamais je l'enlève, par exemple, vous voyez ce qu'il fait? S'il attend une valeur et qu'il ne l'a pas, il me met un message d'erreur. D'accord? Si par contre je remets none, eh bien il me mettra none, tout simplement. D'accord? Donc comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien après, on peut tout simplement cacher les choses. On pourrait faire if, je ne sais pas moi, valeur 3. Valeur 3 égale none. Alors, ça, on va le laisser. Non, on va le laisser comme ça. Print valeur 3 égale none. Alors, print rien. D'accord? Sinon, else. Hop. Et voilà. Et donc, maintenant, on va vérifier ça. Comment ça marche? Des maths d'or. Effectivement, ici, on voit, il n'y a plus rien. D'accord? Donc c'est clair, c'est net, c'est efficace et ça fonctionne. Voilà, un petit peu pour le tour de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent et je pense que ça marche plutôt bien. Alors maintenant, ça va être à vous de coder. Alors c'est là que ça devient intéressant donc. Alors je vous colle le copier-coller ici, tout simplement, ce petit copier-coller donc qui va vous permettre de voir un petit peu notre programme, d'accord? Donc dans un premier temps, vous allez créer une boucle et vous allez afficher un menu. Le menu, ce sera donc choix numéro 1, vous allez afficher une table, n'importe laquelle, hein, cette table, ça pourrait être une table de multiplication, une division, addition, soustraction, etc. En choix numéro 2, vous allez afficher la suite de Fibonacci. Je vais vous expliquer. En choix numéro 3, singulier, pluriel, des couleurs. Par exemple, est-ce que rose prend un S ou pas? Est-ce que orange prend un S ou pas? Etc. etc. D'accord? Donc vous allez devoir gérer ça et apprendre bien, comment est-ce qu'on conçoit ça dans votre tête. Mais je vais vous montrer le résultat tout à l'heure. Et puis comme ça, on fera après la correction dans une autre vidéo. Ensuite, eh bien, vous allez quitter
D'accord? Pour le choix numéro 1, vous allez avoir besoin d'un sous-menu que vous allez devoir créer, qui là aussi va donc être effectif avec le choix d'une table de multiplication, table de division, table d'addition ou table de soustraction. D'accord? Là, vous allez demander au choix de la personne qui exécute le programme sa table, d'accord, par exemple, et puis après, si elle veut une division, une soustraction, etc. Ensuite, vous allez résoudre le problème avec une seule fonction. C'est noté. Pour le choix numéro 2 du menu 1, c'est-à-dire la suite de Fibonacci, eh bien vous allez comprendre et afficher la suite de Fibonacci. Ensuite, vous allez demander à l'utilisateur quel rang s'arrêter, puisqu'effectivement, ça peut se poursuivre indéfiniment. En point numéro 3, pour toujours le menu 1, eh bien vous allez gérer les règles communes, pour notamment tout ce qui est singulier et pluriel. Et voilà, donc effectivement, là, toutes les exceptions, je ne vais pas vous demander de les gérer, avec un trait d'union, sans trait d'union, etc., etc. Mais dans le principe, faites quelque chose, essayez, et vous allez voir, c'est intéressant. Vous quittez, bien sûr, pour le choix numéro 4, et puis après, vous gérez les erreurs de saisie. Donc techniquement, voilà le programme. En gros, ça va fonctionner comme ça. Donc choix numéro 1, si on tape le choix numéro 1, ici on a un sous-menu qui apparaît et on peut choisir ce qu'on veut. Donc par exemple, je choisis une multiplication, je choisis la table de 5 et j'ai ici ma table de 5 qui apparaît. D'accord? Je reviens automatiquement sur le menu numéro 1. Numéro 2, eh bien c'est la suite de Fibonacci et je souhaite l'arrêter par exemple au rang 10. D'accord? Donc ici, j'ai mon rang 1 avec mon résultat 0, mon rang 0, pardon, mon rang 1 avec le résultat 1, etc., etc., etc. D'accord? Donc, alors, pour la suite de Fibonacci, moi, j'ai été sur Wikipédia, puis j'ai regardé comment ça se passait, et c'est comme ça que j'ai pu vérifier mon résultat. Par exemple, ici, si je regarde mon rang 6, donc j'arrive à 8 normalement. Donc, si je reviens ici, mon rang 6, ici, j'arrive à 8. Donc, mon programme fonctionne parfaitement. Je me retrouve ici et donc maintenant je vais tenter mon choix numéro 3. D'accord? Dans le choix numéro 3, eh bien tout simplement je vais taper, je ne sais pas moi, rose par exemple, qui n'est absolument pas une exception. Et donc rose s'accorde bien. D'accord? On va tester avec autre chose. Donc je retourne. Ici bleu par exemple. Bleu me dit que bleu s'accorde et bleu ça fait S au pluriel. D'accord? Par contre si je tape orange, eh bien je m'aperçois, non c'est pas le bon, pardon. Ici, donc 3, ici, je tape orange, d'accord, qu'effectivement, ici, il me dit orange ne s'accorde pas, orange reste orange, etc., etc. D'accord? Ensuite, je peux quitter mon programme sans aucun souci, il me dit au revoir, je peux relancer mon programme bien évidemment, et si je tape une valeur qui n'est pas dans mon programme, ici, vous ne pouvez choisir que 1, 2, 3 ou 4, d'accord? Si jamais je choisis une lettre, vous ne pouvez choisir que 1, 2, 3 ou 4. Voilà ce que je vous demande de faire. Alors pour les couleurs, d'abord pour la suite de Fibonacci, moi j'étais sur Wikipédia tout simplement. Et pour ce qui est des couleurs, j'étais sur un site qui s'appelle françaisfacile.com tout simplement. Voilà, vous trouvez ça n'importe où sur Internet. Je vous souhaite bonne chance et bien évidemment, on reprend tout ça dans la vidéo de débrief. Alors restez bien à l'écoute et bon courage et n'oubliez pas de coder. À bientôt.